Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la mixité, de l'égalité femmes-hommes, on en parle dans les instances dirigeantes et dans les conseils d'administration. On va en parler dans quelques instants avec Guylaine Dièvre, elle est la vice-présidente de l'IFA, l'Institut français des administrateurs et des administratrices. Smart et réglo, tiens, le télétravail, on va en parler, et les comportements addictifs, ça c'est un vrai sujet. Comment le traiter lorsqu'on est DRH? On va en parler avec Émilie Méridjen. Elle est avocate spécialisée en droit du travail. Elle sera notre invitée dans Smart et Réglo. Puis le cercle RH, c'est un sujet dont on a peu parlé dans Smart Job. L'expatriation, les expatriés, oui, c'est toujours une situation un peu complexe. Il faut partir, évidemment, quitter la France, emmener sa famille. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan juridique, puis même sur le plan personnel? On fera le point dans quelques instants. Est-ce que les Français aiment l'expatriation? On en parlera avec nos experts. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, dans le cadre de notre partenariat avec Talents for the Planet, vous le savez, ce sera le 22 mars prochain au Parc Floral à Vincennes. Eh bien, nous allons accueillir Solène Thomas, elle est fondatrice d'Éclore. C'est un réseau. On parlera justement, tiens, de recruter des femmes dirigeantes pour des entreprises engagées. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, parlons de la place des femmes. Alors on en parle beaucoup sur ce plateau, au sein des COMEX, on parlera de la loi Rixin, mais au sein des conseils d'administration. Et on en parle avec Guylaine Dièvre. Bonjour Guylaine, merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente de l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Alors j'ai presque envie de dire, j'ai envie de rajouter des administratrices, vous êtes d'accord? Et des administratrices. Et des administratrices. D'abord, commençons par la bonne nouvelle. La France est une très bonne élève en matière d'égalité femmes-hommes au sein des conseils d'administration. On atteint un chiffre de 46,4%. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'action menée par des femmes inspirantes comme vous et par des institutions comme l'IFA? Ça a commencé très tôt, en fait, parce que ça a commencé dès la loi Copé-Zimmermann, qui a donné un coup d'accélérateur extraordinaire au fait d'avoir des femmes qui intègrent les conseils d'administration. Et la France, grâce à ça, est devenue le leader européen du nombre de femmes dans les conseils. Je dois dire qu'évidemment, à l'IFA, nous faisons tout ce que nous pouvons pour continuer à augmenter ce chiffre de 46,4%. C'est ça, il faut être précis. Voilà, et évidemment, nous nous battons pour arriver aux 50%, de manière à avoir une égalité parfaite. Une question un peu politique, mais en même temps, cette question, elle a été aussi posée lorsque la loi Rixin est arrivée à l'Assemblée nationale et qu'elle a été votée. C'est une députée de l'Essonne qui a porté cette loi et qui porte son nom. C'est la politique des quotas. En France, on a du mal avec ce mot quota, et pourtant, la loi Copé-Zimmermann, la loi Rixin, c'est une loi qui impose des quotas de femmes. Est-ce que vous dites, moi j'y souscris après tout? Finalement, l'intérêt, c'est les résultats auxquels on arrive. C'est-à-dire que je n'aime pas beaucoup le mot, mais en l'occurrence, j'aime beaucoup le résultat auquel nous arrivons. Et je pense honnêtement que sans la loi Copé-Zimmermann, nous n'aurions pas connu cette accélération. Alors, un petit mot et quelques chiffres, c'est intéressant d'affiner un tout petit peu la parité dans les entreprises du SBF 120. Ça, c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup des entreprises du CAC. Alors, il y a aussi le réseau SBF 120. 26,4% de femmes membres des COMEX. C'est plus 10% comparé à 2017. 12 conseils d'administration présidés par des femmes et 13 femmes à la tête d'une société. J'ai envie de dire, ça a progressé vite, parce qu'on part de loin, mais ça s'est vraiment amélioré, je trouve, assez rapidement. Ça s'est amélioré très rapidement. Là encore, la loi Rixin a un rôle d'accélérateur. Je voyais un certain nombre de gens qui se grattaient la tête en se disant que ça n'était pas tout à fait possible. La preuve est que c'est possible et que toutes ces femmes, tout à fait formidables, réussissent également à faire entendre leur voix et contribuent complètement, évidemment, à l'accélération du nombre de femmes dans les instances dirigeantes. Guylaine Dièvre, il y a un sujet, là, je dirais, plus personnel de la place des femmes. Au-delà de leurs compétences, elles ont les mêmes diplômes, elles ont parfois des diplômes supérieurs même aux hommes. Et pourtant, elles peinent ou elles peinaient. Comment vous l'expliquez? C'est lié au fait que les femmes ont une charge mentale, des activités à côté de leur vie professionnelle parfois plus lourdes, le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui fait que c'était compliqué pour une femme d'accéder à ces postes?
Je pense que c'était plutôt un problème d'envie et un peu de plafond de verre. C'est-à-dire qu'une femme, elle se demande souvent si elle va être compétente. Elle se pose la question de sa légitimité. Un homme, parfois, ou les hommes parfois, se posent moins la question et foncent. C'est une évidence, quoi. Voilà. Et donc, en l'occurrence, cette légitimité, elle est aussi conférée, non pas simplement, mais aussi par ces lois, qui dit, en gros, allez-y, vous pouvez y aller. On vous donne, on vous ouvre une porte, engouffrez-vous dans cette porte. Et moi, je suis très frappée par le fait qu'au début, on disait, j'entendais, je pouvais entendre dire que certaines femmes n'étaient pas forcément légitimes et qu'on allait baisser le niveau moyen des conseils ou des COMEX. Force est de constater... On l'a entendu en politique avant ça. Je ne l'entends plus jamais, et que, au contraire, un certain nombre de gens sont extrêmement contents d'avoir des conseils et des COMEX qui sont plus mixtes, parce que finalement, ça n'est pas une addition de gens qui se ressemblent, mais il y a une complémentarité qui confère une valeur ajoutée qui est évidente. Donc cette mixité porte aussi sur la différence. L'idée, c'est de ne pas transformer les femmes en hommes dirigeantes, mais qu'elles gardent leur identité, leur créativité, j'allais dire presque leur fraîcheur. Oui, exactement. Enfin, leur fraîcheur et des angles d'approche qui peuvent être différents, des expériences qui peuvent aussi être différentes. Et je trouve que ça confère une valeur ajoutée indéniable à l'ensemble de ces instances. Il y a de très bons chiffres, 37,5% des COMEX CODIR, des entreprises du CAC 40. Ça, c'est un chiffre intéressant aussi quand on voit la femme qui a pris la tête d'Orange, qui a fait une conférence de presse récente, qui ont atteint le premier seuil de la loi Rixin, qui, rappelons-le, c'est 30% de mixité avec un délai qui est donné dans la loi. C'est dur, c'est compliqué pour l'IFA de trouver des femmes. Est-ce que c'est compliqué d'un point de vue technique, pratique ? Pas du tout. Il y a il y a des viviers extraordinaires de femmes extrêmement compétentes qui sont désireuses d'intégrer à la fois des COMEX et des conseils. Je discutais il y a quelque temps avec un chasseur de tête qui me disait qu'il avait un vivier de 1000 femmes qui étaient disponibles pour des conseils d'administration. Pour les COMEX, ça se fait plutôt en interne, c'est-à-dire qu'en fait, la sélection, elle se fait très en amont, avec des talents femmes qui doivent être et qui sont beaucoup plus valorisés qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Sur les conseils, quand ça passe par des chasseurs de tête, on voit bien que le vivier est colossal. Juste un petit mot, parce que quand on parle à des hommes cadres dirigeants, certains vous disent, alors évidemment sous le sceau du secret, on ne peut pas citer leur nom, mais moi j'ai été automatiquement éliminé parce que j'étais un homme et parce que le chasseur de tête me disait, t'as aucune chance, on cherche une femme. Est-ce que c'est difficile ça, à contrario, pour un homme ? Je pense que ça a pu l'être les premières années, ça n'est plus le cas. Parce qu'en fait, les conseils qui devaient avoir au moins 40% de femmes, ça y est, ont désormais, on le voit bien, presque 46,5%. On est arrivé. Et donc, aujourd'hui, de toute façon, les échéances de mandat, au moment des échéances de mandat, on regarde des profils d'hommes et des profils de femmes. L'IFA va continuer évidemment à faire de la pédagogie. Vous éditez de petits livrets souvent extrêmement pédagogiques et très, très intéressants. Qu'est-ce qui nous reste à parcourir comme chemin encore ? On voit bien quand même que 27,5% des COMEX sont en dessous du seuil de 20%. Donc vous signaliez les 37,5%. C'est une avancée très bénéfique. En revanche, ces 25,5%, il faut absolument que nous accélérions sur ce chapitre-là. Et donc, nous allons continuer nos efforts conjugués. Voilà. Merci Guylaine Diève d'être venue nous rendre visite avec ces chiffres à découvrir à travers ce communiqué de presse et puis cette communication autour des très bons chiffres de cette parité homme-femme au sein des conseils d'administration, 46,4% et 46,3% de femmes au conseil d'administration du SBF 120. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes la vice-présidente de l'IFA, l'Institut français des administratrices et administrateurs. Voilà, objet inversé, c'est beaucoup plus simple. Merci et à très très bientôt. Merci à vous. Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On en fait beaucoup sur ce plateau, évidemment, c'est Smart et Réglo et on parle du télétravail, mais sous l'angle des addictions. Oui, comment on fait lorsqu'un collaborateur est addict et qu'il est en télétravail ? On en parle avec une avocate.
Smart et réglo, le télétravail, on en a beaucoup parlé de ce télétravail, il s'est institutionnalisé dans les entreprises et on va en parler sous un angle cette fois-ci de la relation aux addictions et on en parle avec Émilie Méridjen. Bonjour Émilie, avocate spécialisée en droit du travail chez Sécry Valentin Zérouk et je crois que je l'ai bien dit cette fois-ci. Est-ce qu'il y a, alors ça c'est le code du travail et ça c'est l'avocate et le juriste, est-ce qu'il y a un lien dans le code du travail entre ce télétravail et les addictions et entre le travail et l'addiction? C'est une double question. Oui, alors sur le télétravail, rien d'explicite. Sur le travail en général, rien de spécifique sur les addictions, mais d'une manière générale, que ce soit pour le travail ou le télétravail, une obligation de prévention et de sécurité qu'on connaît bien, qui pèse sur l'employeur et qui recouvre tous les comportements potentiellement addictifs sur le lieu de travail. Il y a eu des études, quelques-unes, des sondages qui ont montré, celle de Doxa notamment, qui montrent qu'en 2020 en particulier, on a une augmentation des addictions liées au télétravail. Tout à fait, et on le voit chez nos clients également. Le fait de... Alors, je pense que c'est multifactoriel. Le premier facteur évident, c'est la perte de lien social qui amplifie, qui laisse de l'espace au télétravail. Et puis, le déficit de contrôle des managers. Et on voit que les salariés qui souffrent d'addiction sont en demande de soutien et de contrôle de leurs managers, ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'ils se réfugient quelque part chez eux pour pouvoir développer leurs addictions, mais ils ont quand même besoin d'aide. Mais ils appellent à l'aide. Et ils le font savoir. Et c'est très difficile pour les managers qui ne sont pas formés pour ça. Comment on prévient les addictions? Parce que ça, c'est un vrai sujet. On l'avait vu pendant certains cas, pendant la période Covid. Je me souviens d'une DRH qui me disait qu'elle était allée frapper à la porte d'un collaborateur dont elle n'avait plus de nouvelles. Il n'était pas question d'addiction. Comment on fait, là, dans la relation? On pousse la porte, on lui dit arrête de boire, arrête de fumer de la drogue? Alors, c'est difficile. En pratique, c'est difficile et l'employeur a pas mal les mains liées. Donc, nous, on travaille énormément sur la sensibilisation, la prévention, la recherche d'un équilibre aussi entre télétravail et présentiel, parce qu'il est évident que c'est plus simple d'entourer et de contrôler quelque part le salarié sur ses comportements addictifs lorsqu'il est présent, en sachant que quand on est sur site, on a des règles, notamment l'interdiction de fumer, l'interdiction de boire de l'alcool, sauf certains, le poiré, le cidre, le vin. C'est vrai. Voilà, c'est un peu désuet, mais en tout cas, personne n'est avec sa bière sur son bureau, évidemment, alors que chez soi, on n'a aucun moyen de contrôler ça. Donc le fait de faire revenir les collaborateurs au moins quelques jours par semaine sur site, c'est évidemment une aide. Et puis, former, que ce soit les collaborateurs qui peuvent souffrir de ça, si bien que les managers qui les encadrent. Moi, j'ai eu des situations, par exemple, où un manager me dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» On était en visio avec un client et un collaborateur qui est en télétravail. Il avait l'air ivre. Évidemment, c'est très compliqué d'un point de vue commercial, mais est-ce que ma responsabilité est engagée? Est-ce que sa responsabilité est engagée de boire pendant les heures de travail? Il y avait l'ANI du 20 novembre 2020, je crois, où le rôle du manager est engagé dans ce contexte. Évidemment, parce qu'il a une responsabilité. Encore une fois, obligation de prévention et de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller taper à sa porte pour répondre à votre question? Non, sauf s'il accepte d'ouvrir. Légalement, c'est interdit. Non, puisque c'est le respect du domicile privé. Alors, si le collaborateur accepte d'ouvrir, il n'y a pas de difficulté. Médecin du travail, pour rentrer concret, on envoie un médecin, on envoie un médecin de la Sécu, qu'est-ce qu'on fait? On peut effectivement provoquer une visite à la médecine du travail, qui est l'interlocuteur et notre seul soutien médical, en fait, parce qu'on ne peut pas sinon obliger un collaborateur à aller chez son médecin traitant. Donc la visite avec un médecin du travail peut être une bonne idée. Et sinon, répéter de manière régulière des actions de sensibilisation, de prévention au travers d'ateliers, de formations, etc. Mais on voit bien que l'idée se fait en amont dans la prévention. Mais vous, l'avocate qui conseillez des entreprises, est-ce que vous pensez que la loi doit évoluer? On a vu là récemment que la NDRH voulait un partage des responsabilités sur le télétravail, c'est ce qui fait avancer évidemment le droit, et il demande à changer le code du travail. Est-ce que sur ce sujet-là, on doit le faire évoluer, le code? Alors, on en a parlé il y a peu de temps sur votre plateau, de l'adéquation aujourd'hui du code du travail avec la situation qui prend de l'ampleur de télétravail. Oui, évidemment, il y a énormément d'angles sur lesquels le droit du travail doit se mettre à la page des nouvelles modalités de travail, et notamment celle-ci, cette espèce d'angle mort sur les addictions. Après, je ne pense pas très sincèrement que ce soit la priorité du gouvernement, mais dans l'idéal, effectivement, prévoir des dispositifs qui nous permettent, nous, employeurs et conseils d'employeurs, de mieux accompagner, de mieux aider les collaborateurs qui peuvent se retrouver en souffrance,
oui, ce serait bienvenu. Addiction à l'alcool, aux drogues, on oublie aussi aux sites pornographiques parce qu'il y a un vrai sujet et qui vient contrecarrer l'idée que l'employeur, là aussi, ne peut pas et n'est pas autorisé à mettre de sites ou d'espions pour vérifier ce que fait et ce que va visiter le salarié. Alors, comment ça marche là? Parce que là aussi, c'est un vrai sujet. Sur un ordinateur professionnel, il peut regarder l'historique de connexion à des sites internet. D'accord. Donc ça, c'est autorisé. En revanche, quand vous êtes à votre... Donc le sanctionner ou pas? Excusez-moi, oui, Émilie. Le sanctionner. Du dire, attendez, vous avez passé 3 heures sur des sites hors... Exactement. Et on le voit assez souvent au travail, que ce soit sur des sites pornographiques ou sur des réseaux sociaux. On a déjà sanctionné plusieurs personnes qui passaient des heures entières sur Facebook, Insta, etc., au vu et au su des collègues. Quand c'est à domicile et que vous avez votre ordinateur professionnel et puis à côté votre ordinateur personnel, l'employeur n'a aucun droit de regard. D'abord, il ne peut pas savoir ce que vous faites pendant vos heures de travail. On en a parlé il y a quelques semaines. Danger. Mais surtout, il ne peut pas se connecter à l'ordinateur personnel du salarié. Juste avant de nous quitter, on n'a pas fini le cas pratique, parce que c'est intéressant les cas pratiques. Ce collaborateur ivre dans une relation commerciale en présence de son manager, on a abouti à quoi? Alors, on l'a reçu en entretien RH dans une démarche d'accompagnement. Alors, pas de sanction, mais de sensibilisation en lui faisant mesurer les conséquences commerciales de ses actes. Il a reconnu du bout des lèvres. On n'avait aucun moyen de le prouver puisqu'on ne peut pas le soumettre à un éthylotest à son domicile. Et on a essayé de l'accompagner en lui expliquant que c'était dans son intérêt à la fois pour sa santé et pour la pérennité potentiellement de son poste. C'est compliqué quand même. D'un point de vue droit du travail, on est limite. Ouais, c'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on en est à de la prévention encore une fois et de l'accompagnement. C'est un droit assez souple, en tout cas sur ces sujets. C'est toute la partie humaine du métier qui est passionnante. Oui, c'est ça. Il faut beaucoup de psychologie quand même dans ces cas-là. Merci, Émilie Mérigen, avocate spécialiste en droit du travail, cabinet Sécrit Valentin Zérouc. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On fait une courte pause et on se tourne bien vers le débat du cercle RH. On parle des expatriés. Il y a plusieurs millions de Français qui partent à l'étranger, qui travaillent à l'étranger et qui d'ailleurs peut-être nous regardent des pays où ils sont installés. L'expatriation, c'est pas uniquement passer de la France à un pays étranger pour y travailler, c'est emmener sa famille, c'est aussi essayer de garder ses droits, évidemment sécu, santé, maladie, les écoles. Tous ces sujets-là sont des sujets qui, évidemment, impactent la vie d'un collaborateur qui devient un expatrié. On en parle avec 3 experts, c'est le Cercle RH et c'est juste après cette pause. Le Cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, l'expatriation. Alors, on va parler des chiffres de ces Français. Alors, ils sont officiellement un peu plus d'1,5 million, 1,6 million à être dans des pays étrangers. J'espère que vous nous regardez d'ailleurs de tous les pays où vous êtes installés. Probablement un peu plus, parce que c'est un registre officiel où on s'inscrit ou on ne s'inscrit pas. Mais qu'est-ce que veut dire s'expatrier? C'est pas seulement changer de métier ou changer de pays. C'est aussi embarquer toute sa famille, changer d'école, changer de lieu de vie, changer parfois de langue, évidemment, et on va en parler avec mes invités. Caroline Caïs-Galliard, merci d'être avec nous. Je l'ai bien dit ? Oui, absolument. J'ai pas mis le Caïs en appuyant sur le tréma. Vous êtes partenaire chez Yourside et vous nous parlerez peut-être de votre expérience parce que vous êtes une expatriée, 15 ans en Russie et vous aviez des clients et vous avez chassé des têtes déjà là-bas. Vous êtes un cabinet de chasse de têtes et on parlera avec vous de cette expérience de ce qu'est l'expatriation. Nicolas Demarthe est avec nous, chasseur de têtes France-Canada, spécialisé sur le Québec. Effectivement, oui. On est un cabinet québécois. Et vous avez un petit accent québécois. C'est vrai, vous le sentez? Vous avez une petite pointe d'accent. Ok, d'accord. Et j'imagine que vous passez, votre vie entre le Québec... là-bas, et puis je fais l'aller-retour de temps en temps. Oui. Et expatrié, vous aussi? Oui. De fait? Exactement. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? On va dire ça comme ça, oui. Donc j'ai continué. Et Jean-Claude Beaujour, ravi de vous accueillir. Vous venez régulièrement dans le cercle des experts, mais là, vous venez nous parler, je dirais, de votre activité d'avocat et fin connaisseur de ces dossiers d'expatriation. Vous êtes avocat, on parlera de droit, le transfert des droits sociaux, la sécu, la maladie, l'accidentologie, les écoles, tous ces sujets que vous posent vos clients et les entreprises quand elles disent on va devoir embarquer 50, 100 cadres. Comment on fait? Et à la fois parce que j'ai moi-même cette expérience de Français vivant à l'étranger ou ayant vécu à l'étranger, aux États-Unis, en Asie ou à l'intérieur de l'Union européenne. Je vous donne la parole, puisque c'est vous qui la prenez, Jean-Claude Beaujour.
je ne devrais pas le dire, mais votre première expérience d'expat, ce n'était pas une expérience d'avocat, c'était au Canada. Absolument. Et vous étiez tout jeune, et dès le départ, vous vous êtes jeté comme ça. Je crois que je devais avoir 20 ans, et il y avait l'Office franco-québécois de la jeunesse, et j'étais parti tout l'été, il y avait un contrat de travail, faire la cueillette des pommes au Canada, parce qu'effectivement, on n'est pas autorisé à travailler à l'étranger sans un contrat de travail ou sans avoir un statut normal. On peut partir comme touriste, mais dès lors qu'on part travailler pour une activité, eh bien oui, il faut un contrat de travail. Tout ça, ça s'organise. En tout cas, il faut un statut. Juste d'un mot, et on va donner la parole à mes deux autres invités. Est-ce que ça fait grandir? On va parler après du droit, de l'organisation, mais est-ce que sur le plan humain, vous dites, moi, ça m'a transformé, cette première expérience d'expatrié? Oui, parce qu'on est avec des gens qui sont différents, qui pensent différemment. Il y a des règles vous voyez, on parle d'expatriation, donc on travaille, et les règles du travail, la façon d'être, la façon la culture. Ouais. Vous voyez, on a une culture, le droit du travail français est un élément essentiel qui consolide notre système social. Il n'est pas nécessairement le même ailleurs, même si philosophiquement, quand on parle du Canada, c'est un grand pays occidental, donc philosophiquement, on est à peu près sur pas le même modèle. règles. Mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes modèles. Caroline Caïs-Galliard, alors à la fois votre expérience d'expatrié, là, véritablement 15 ans en Russie avec des clients, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, il faut que je monte un cabinet de chasse de tête? Il y a quoi? Il y a un vide? Il y a quoi? Une angoisse existentielle? Il y a un besoin d'accompagner ces entreprises et ces expatriés? En réalité, quand je suis partie au départ, je suis vraiment partie la fleur au fusil. Vous aussi? Oui, vraiment. Sans préparation, sans projet, sans idée préconçue de ce que j'allais y faire. Et en fait, en arrivant, ce qui m'a absolument fascinée, c'est ce sentiment que j'avais en sortant de chez moi, en fermant la porte de mon appartement le matin. Je me demandais, qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? À Moscou? À Moscou. Et ça m'a absolument fascinée. Au départ, j'étais partie pour 3 ans. En réalité, j'ai rejoint un cabinet qui était déjà implanté là-bas. Et j'y ai évolué. Je suis passée de consultante et j'ai fini par en prendre la direction générale. C'est ça. Voilà. Et c'était absolument remarquable en termes de développement personnel et de développement professionnel parce que j'étais entourée d'une 40aine de Russes. Donc j'étais vraiment dans le cœur du réacteur. Et puis, la culture, la langue. La langue, tout, du jour au lendemain. Alors, je parlais pas russe, bien évidemment, sinon... Mais vous vous êtes mis à parler russe? J'ai surtout commencé à travailler en anglais, et puis petit à petit, évidemment, on apprend le russe. Et puis, professionnellement, j'ai eu une évolution et une ascension que je n'aurais pas eu en France. C'est en ça que l'expatriation est une opportunité, une chance professionnelle, parce qu'on arrive à exercer des métiers et à avoir des postes qu'on n'aurait pas eu en France. Alors, on a la liste des pays d'accueil des Français d'étrangers. Alors, le premier, c'est la Suisse. Bon, ça, c'est l'ordre officiel, mais États-Unis, Jean-Claude Beaujour, Royaume-Uni, on a une très grande communauté française à Londres notamment, la Belgique et le Canada. Alors, hormis la Suisse et la Belgique, peut-être pour des raisons plus fiscales que d'expatriation pour se grandir humainement, mais beaucoup de jeunes, alors peut-être que ça a baissé, mais disaient, moi, de toute façon, j'en ai ras-le-bol de la France, parce qu'on l'entend, ça, et moi, je me barre et je pars au Québec. Oui, effectivement. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ce phénomène est toujours là? Ou est-ce que, si on regarde les chiffres, est-ce que ça se tarit un peu? Non, le Québec a une très belle image. C'est un peu l'immigration facile, parce qu'on parle français, c'est un peu des cousins finalement. C'est exactement ça. Je suis sursollicité par des Français qui veulent tenter l'aventure canadienne, notamment québécoise. Donc tous les jours, je suis harcelé par des Français. Il y a une très très grosse demande. Je vous appelle, je vous dis, moi, ras-le-bol, je voudrais renverser la table. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, bravo, super, mais attention, il y a une liste de courses à respecter? Oui, je leur dis de se préparer. Comme je le dis, c'est l'immigration facile, le Canada. Donc certains pensent qu'on n'a pas besoin de visa de travail, comme vous le disiez. Il y a besoin de visa? Il y a besoin d'un visa de travail obligatoirement. Donc certains ne le savent pas, donc je leur dis surtout, renseigne-toi, parle-en autour de toi. Il y en a beaucoup qui ont vu un reportage sur le Canada, qui dès le lendemain se disent, exactement ça. Je veux partir, mais c'est le sujet qu'on a là, c'est une expatriation, on quitte tout du jour au lendemain, donc ça se prépare énormément. Ça se prépare, et ça se prépare aussi sur les droits sociaux. Je rentre un peu dans le vif du sujet, parce que quand on part en famille, je prends l'exemple de L'Oréal, on va diriger une filiale dans un pays, États-Unis par exemple, il faut d'abord régler l'école des enfants, il faut poser la question au mari quand c'est une femme et lui dire, il faut que tu trouves un boulot là-bas.
et puis ensuite on réfléchit aux droits sociaux. La Sécu, elle marche là-bas, votre Sécu française? Oui, il y a beaucoup d'accords entre le Québec et la France. C'est pour ça que ça facilite les choses. On peut arrêter sa sécurité sociale ici pour passer sur la RAMQ, on appelle ça, donc la sécurité sociale au Québec. Pour la retraite également, il y a des accords entre les deux pays. Ça, c'est important. Oui. Jean-Claude Beaujour, je me tourne vers le juriste, mais ça, c'est quand même des questions qui sont posées en premier. Comment je gère les droits sociaux de mes salariés, la santé, s'ils sont malades, s'ils ont un accident? Enfin, tous ces sujets-là sont posés. J'ai 2 observations importantes à faire. La première, c'est que toutes les expatriations ne sont pas des expatriations de cadres avec des sociétés bien établies. Donc il faut vraiment faire attention à ceux qui s'expatrient volontairement. Et là-dessus, il faut faire la distinction entre le détachement et l'expatriation. Alors c'est quoi la différence d'ailleurs? Alors le détachement, l'entreprise dit à son salarié, Dupont, tu seras dans notre filiale américaine pendant un maximum, c'est la loi qui le prévoit, un maximum de 6 ans. Ce qui veut dire que le salarié va travailler aux États-Unis, mais sous droit français. Sous le droit français, avec le régime de protection sociale française, etc. Alors que lorsqu'on est expatrié, on a un contrat local de droit national du pays d'accueil, donc il faut revoir le système de protection sociale, il faut revoir l'assurance maladie, il faut revoir la retraite. Ce sont les principaux éléments, et c'est la raison pour laquelle lorsque nous accompagnons essentiellement nos clients, les entrepreneurs qui investissent, et qui dit investissement dit effectivement dimension sociale, donc ce sont des sujets que nous abordons parce que tout cela a aussi un coût. Il faut envisager ce coût-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une distinction géographique à faire. Il y a des États qui sont plutôt stables, je dirais, sur le plan politique, mais quand on a des régions qui peuvent être des régions en ébullition. On a vu ce qui s'est passé, Caroline Gallière le sait, en Russie. Il a fallu rapatrier un certain nombre de gens. Donc tout ça, ça doit se préparer. Quand on est un grand groupe, j'ai envie de dire, on gère à peu près, mais il ne faut pas oublier que 80% de nos entreprises françaises sont des PME, et ce sont les PME qui contribuent à l'activité internationale, et donc ça c'est beaucoup plus compliqué, ça doit s'anticiper, c'est mon propos. Caroline Caïs-Galliard, vos clients, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Parce que si c'était si facile, il n'y aurait pas besoin de cabinet et d'accompagnement. Bon, ça serait facile, il y a un site internet, on s'inscrit, on part. C'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quelles sont leurs difficultés? Et qu'est-ce que vous leur apportez? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'être expatrié, c'est un état d'esprit. On voit bien. C'est pas juste des compétences, c'est tout un état d'esprit. Il faut avoir un petit côté quand même aventurier. Exactement. Vous larguez les amarres, vous quittez tout, vous prenez des risques pour vous, humainement, professionnellement, et pour votre famille. Vous impliquez votre famille, donc vous embarquez tout le monde avec vous. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté aventurier qu'il faut un minimum maîtriser, mais le risque zéro n'existe pas. Donc nous, notre rôle, c'est d'arriver à trouver des personnes, à identifier des personnes qui vont être capables de s'inscrire dans cette aventure, dans toute cette dimension risque, entre guillemets, et qui vont être capables de bien le vivre sur la durée. Il faut cocher des cases, donc. Oui, il y a des profils, vous dites ça ne marche pas, celui-là, parce que le conjoint a un poste très important, il ne le quittera pas, par exemple. Exactement. Et puis une expatriation, c'est en général 3 ans au minimum. 3 ans, c'est long. Quand ça se passe mal, c'est long. Il faut s'assurer que toute la famille soit bien. Et il y a des phases en expatriation. Vous avez d'abord une première phase de lune de miel, où tout est absolument merveilleux. Ensuite, l'euphorie, quoi. Voilà, l'euphorie, on découvre. Bon, donc ça, c'est plutôt une période agréable. Puis tout d'un coup, il gèle, il fait froid, il faut mettre des grosses chaussures, une grosse doudoune, et puis là, on se dit, je vais rentrer en France. Et les cache-oreilles. Et les cache-oreilles, ouais. Voilà. Ensuite, il y a une phase, on va dire, plutôt de crise, où là, on commence à rentrer dans le dur parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a quitté. On est loin de sa famille, loin de ses amis, etc. C'est très psychologique. Oui, absolument. Et là, on est vraiment confronté au quotidien aux difficultés de la vie sur place. Ensuite, il y a une phase d'adaptation où là, ça commence à vraiment bien être un peu plus facile. On se fait des réseaux, on épouse les codes, on commence à intégrer la culture, etc. Et la dernière phase, c'est la phase de maturité où là, globalement, on est parfaitement à l'aise, on est chez soi, on est dans sa zone de confort. Et c'est le moment où on part, quoi. Et c'est le moment où on part. C'est exactement ça, Nicolas. Et là, c'est compliqué parce qu'on se prend le choc culturel inverse. Dans mon cas, après 15 ans en Russie, bam, je peux vous dire, quand je suis rentrée en France, j'avais l'impression de ne plus être chez moi, en fait. Et je ne vous parle même pas de mes enfants. Donc ça veut dire que ça se prépare. Vous savez, la règle, moi j'ai toujours dit qu'il faut rentrer de temps en temps en France. Exact. Il faut accepter à la fois de vivre un peu dans la communauté française sans pour autant être reconstituer la France à l'étranger. On l'entend beaucoup, aux États-Unis, j'ai mes amis, ma famille, etc. J'ai mes Français, j'ai aussi il faut le réseau américain. Il faut aussi vivre à l'américaine, sinon on vit comme étranger en permanence et c'est le risque. On vit comme étranger partout, des deux côtés. Et donc on est nulle part chez soi. Donc c'est vrai que c'est un état d'esprit, ça se travaille, ça se prépare.
Nicolas, juste un mot, parce que le Québec, comme vous le dites, c'est une immigration facile, une expat facile. C'est nos cousins. Ça facilite aussi les aventuriers. Alors, au-delà même des cadres de grands groupes, où là, il y a des ciblages aux États-Unis, mais là, c'est vraiment l'idée, je prends mon sac à dos. Et on le voit beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, moi, je ne rentre pas dans l'entreprise, je veux travailler très loin, j'ai créé ma petite boîte. Est-ce que pour eux, c'est plus compliqué? Parce qu'il y a 1,6 million environ d'inscrits au registre, mais on dit quand même qu'il y a 2,5 millions de Français expats. C'est-à-dire qu'il y a une partie là, qui est un peu dans une zone grise. Non, parce que, juste une chose, pardonnez-moi de vous interrompre, parce que juridiquement, on n'est pas obligé de s'inscrire au consulat de France. Ça, ce sont des réactions que nous avons en tant que Français. Des gens qui sont habitués s'inscrivent, c'est la première chose que je fais, mais de se signaler à l'ambassade pour des tas de raisons, y compris de sécurité, en cas de souci, pour qu'on puisse voir rapatrier, mais on n'est pas obligé de s'inscrire. Vous avez ce profil-là où ce sont quand même des entreprises, des grosses entreprises, avec des cadres, de manière traditionnelle, très packagée, je dirais, dans l'offre. Oui, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a une telle pénurie de main-d'œuvre au Québec qu'ils accueillent tout le monde aujourd'hui. On va aller sur des soudeurs, mais on recrute dans l'aéronautique pour Bombardier, par exemple. On va recruter des acheteurs, même des recruteurs, des personnes dans les RH. Alors, au Québec, c'est pareil qu'en France, en fait. Oui, c'est même pire. Ils ont 2% de chômage, je crois. Ils n'ont même pas assez de monde pour combler tous les postes sur place. Donc, c'est pour ça qu'ils vont chercher tout type de profil à l'étranger. Donc, c'est-à-dire, votre boulot, vous, là, c'est vraiment de sortir de le dépliant en disant, voilà, bonjour, on cherche ça au Québec, vous allez voir, c'est super. Exactement. À part qu'il fait un peu froid. Oui, c'est exactement. C'est ça que vous faites. Oui, complètement. Mais ça me facilite la vie dans le sens où les Français veulent s'expatrier, on le disait juste avant, puis le Canada est une belle destination. Puis en plus, on a des entreprises québécoises qui n'ont plus le choix de s'ouvrir à l'international. Donc ça nous facilite énormément la vie. Pour juste États-Unis, parce qu'on a une liste des pays avec des régions d'accueil un peu dans l'ordre, c'est l'Europe qui domine à 48%, l'Amérique à 20%, Amérique avec un S, les Amériques, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, 15%, c'est assez intéressant, l'Asie, Océanie, 7-8%, juste un petit paradoxe, parce qu'on parle de la Chine comme le moteur économique, et c'est assez paradoxal, parce que c'est plutôt les États-Unis et l'Europe qui attirent, et la Chine reste encore un pays où il y a quoi? Il y a des freins? Oui, je vous dirais, je connais aussi la Chine, les Chinois aujourd'hui suffisamment sont staffés, comme on dit. Mais c'est exactement ça. Ils ont les gens qu'il faut. Vous savez, moi, lorsque j'étais très jeune, les Chinois disaient, on a besoin de cadres, on a besoin de gens. Et c'est vrai aussi pour l'Afrique noire, pour l'Afrique du Nord, il y avait un besoin, entre guillemets, de cadres, de techniciens, de métiers, parfois de métiers. Aujourd'hui, vous allez au fond du Japon, vous trouverez des Japonais qui vous font de la très bonne pâtisserie française dans le sud du Japon. Et en Chine, ils ont du monde. Et les Indiens, par exemple, c'est 1 million d'ingénieurs chaque année. Bien sûr, c'est un vivier d'ingénieurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez leur apporter? Caroline, donc, ils sont plus réticents. Je vous ai vu réagir sur la Chine, parce qu'il y a évidemment le fait qu'on soit staffé, que ces pays, évidemment, ont des ingénieurs, ont des salariés. Puis il y a aussi, pour nous, côté français, une sorte de barrière culturelle. Ça crée une peur. Et à ce niveau-là, la Russie, en l'occurrence, est une expatriation difficile. Clairement. Il y a un niveau d'adversité dans ce pays très élevé. Il y a la culture, il y a la langue. Ça ne s'invente pas, le russe. C'est-à-dire que, voilà, c'est quand même une langue, même quand on l'étudie, le coût d'acquisition est quand même assez élevé. Et puis, en fait, ce qui est très troublant, c'est que quand on arrive en Russie, on s'attend à ce que les personnes fonctionnent comme nous, parce que physiquement, on se ressemble. Mais ils ne fonctionnent pas du tout comme nous. Et on ne fonctionne pas du tout. En fait, je pense que c'est un choc. C'est un choc culturel, vraiment. Alors, quand on arrive en Chine et qu'on voit des personnes qui sont physiquement différentes, on s'attend à ce que ça fonctionne différemment. Mais quand on arrive en Russie, on ne s'attend pas du tout à ça. C'est un double choc, là. C'est un double choc, c'est le double effet qui se coule. Québec, c'est pareil. Il faut se méfier ou pas? Attention, le Québécois, il parle comme nous, mais il est un peu différent. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est des gens en Russie, c'est difficile. Mais il faut savoir qu'au Québec, c'est quand même très différent culturellement, même s'ils parlent français. Donc bien sûr. Il y a beaucoup de Français qui partent là-bas un peu les mains dans les poches en se disant tout va bien, tranquille. C'est une autre région de la France. Mais finalement, c'est nord-américain, il y a une culture qui est différente. Donc déjà, c'est difficile culturellement de s'intégrer. Oui. Alors en plus, en Russie, j'imagine même. Il y a le climat, il y a et le climat pour tous les deux, Québec et Russie. Je profite de votre antenne pour dire que l'erreur que l'on commet souvent, c'est de penser que la culture, c'est simplement une question épidermique ou ethnique. La couleur de peau ne détermine pas. Ce qui évoque Caroline, mais oui, on dit les Russes. Votre culture, c'est la langue, c'est la religion, c'est la nourriture, c'est la musique, c'est la littérature, c'est tout ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Et vous pouvez être noir de peau et être plus proche d'un Français que quelqu'un qui sera blanc de peau. C'est votre niveau social. Il est arrivé que l'on me dise, des copains japonais me disent, mais on se comprend mieux que l'on ne se comprenne avec quelqu'un qui est dans le milieu socio-professionnel
professionnels complètement différents. Et c'est vrai entre ouvriers, c'est vrai entre... Vous voyez, il y a des tas d'éléments qui composent la culture d'un individu. Avant de nous quitter sur vous l'avez évoqué d'ailleurs, Caroline, sur la réussite professionnelle. Vous êtes monté plus vite que si vous étiez resté en France pour 1000 raisons dans l'évolution des femmes dans une entreprise. Et là, vous avez explosé. On gagne mieux sa vie quand on est expat. On entend souvent, moi je suis parti en expat et franchement, je vivais bien, l'école était payée. Enfin, globalement, socialement, c'est quand même pas mal. Oui, on a un meilleur niveau de vie, une meilleure qualité de vie à l'étranger. Ça fait partie des avantages. On est d'accord. L'international, je dis souvent que l'international m'a ouvert des portes, le champ des possibles a complètement explosé. Il faut quand même être attentif, c'est toujours se dire que lorsqu'on est étranger chez l'autre, on peut du jour au lendemain être obligé de revenir. Et donc ne jamais imaginer... Garder le pied dans son pays. Ah oui, garder le pied et toujours se dire quel est mon plan dans l'hypothèse où je devrais rentrer pour des tas de raisons différentes. Donc c'est vrai que c'est très psychologique notre débat. C'est aussi se préparer sur le retour. On n'a pas eu le temps d'évoquer les difficultés de couverture santé aux États-Unis parce que chaque État a une particularité, ce qui fait que c'est un casse-tête pour les assureurs. Vous le confirmez. Comme on fait en Georgie, alors que l'Ohio propose. Bref, vous poussez là. Dans cette émission, à vous encourager cette jeunesse là qui sort des écoles et qui cherche du sens, qui dit à partir en expat. Bien sûr. Ou en détachement. Il n'y a que des avantages en termes de développement personnel, professionnel, ouverture d'esprit, linguistique, financier, comme on le disait. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. Tenter l'aventure. Dernier mot. Je dis 10 fois oui parce qu'on n'est jamais obligé de partir définitivement. On part et on a toujours la possibilité de revenir. Donc pourquoi se priver? Bien sûr. Mais ne perdez jamais le lien, nous dit Jean-Claude Beaujour, avec votre pays, avec la France, qui permet de pouvoir revenir. Et nous avons des structures, les centres français, l'Alliance française. Il y a vraiment notre réseau diplomatique. C'est une expatriation de revenir, nous dit Nicolas. C'est ça, il faut se repréparer au retour. Oui. Merci à vous trois. Moi, ça m'a donné envie de partir. Alors, peut-être pas en Russie, vu le contexte, mais peut-être plus au Québec ou en Asie. Venez à Washington. À Washington. Venez sur la côte est des États-Unis. Oui, ça me plaît. Ça, Washington, ça me plaît bien. Merci à vous trois. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires. Merci à Nicolas Demarthe d'être venu nous éclairer sur cette relation particulière avec le Québec, directeur des opérations France chez Go RH. Et vous faites la navette en permanence entre le Québec, le Canada et la France. Et merci à Caroline Caïs-Galliard à la tête de Your Side et qui parle russe maintenant, j'en suis sûr. Évidemment. Merci à vous trois. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec notre partenariat Talents for the Planet et nous accueillons notre invité. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et cet événement Planet for the Talent, ça sera le 22 mars, à partir du 22 mars, au Parc Floral à Vincennes, pour parler de la formation des emplois verts, des emplois à impact. Et on en parle avec Solène Thomas. Bonjour Solène. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondatrice d'Éclore. Alors vous avez une double vie, vous êtes à la tête d'une entreprise, chasseuse de tête, mais là, Éclore, alors c'est très compliqué, c'était un réseau associatif, une association. Qu'est-ce que c'est exactement Éclore ? En fait, mon premier métier, c'est de recruter des cadres dirigeants. Aujourd'hui, j'ai ma structure de conseil en recrutement, en transformation d'instances dirigeantes. Mais quand vous recrutez des têtes pour les positionner et que finalement, au bout de 12 mois, elles sont débarquées parce que les conditions d'exercice du pouvoir sont pas bonnes, ça marche pas. Et donc, j'avais vraiment envie de participer à une transformation du monde du travail pour mettre des têtes au bon endroit. Au bon endroit et au service d'une vraie transformation des entreprises, dans le sens d'entreprises engagées. Donc les deux se répondent. Complètement. On est d'accord. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je mets le logo Solène Thomas Conseil ou le logo Éclore ? Parce qu'en fait, je porte vraiment les deux et les deux se répondent. C'est quoi ? C'est un écosystème. Éclore, c'est des moments de rencontre, c'est des moments où on se parle, c'est des moments où on partage. C'est quoi ? Jusqu'à présent, c'est un écosystème d'innovation. Pour aider des personnes à transformer leur vie au travail et pour repenser peut-être la manière de travailler ensemble. On a créé plus de 350 projets, ateliers, événements, de tout petits à des très grands, des grandes scènes comme Debout Citoyenne au Zénith de Paris. On donne la scène à 100 femmes engagées dans la cité parce que ça change des scènes sans femmes. Mais on est aujourd'hui en train de se transformer pour aller plus loin et pour porter un projet de société, un pacte social qu'on va porter à l'automne prochain avec quelques grands
dirigeants qui veulent faire entreprise différemment, qui s'engagent autour des normes extra-financières, des entreprises à mission et qui recrutent différemment, notamment plus de femmes. Alors, le débat des femmes, l'égalité femmes-hommes, la place des femmes dans les COMEX, dans les conseils d'administration, c'est des sujets, j'imagine, qui vous impactent. Talents for the Planet, c'est... Et que j'espère impacter. Et que vous impactez à travers Éclore, et j'imagine aussi à travers votre profession de chasseuse de tête. Mais c'est quoi un emploi à impact? C'est quoi être aujourd'hui un dirigeant à impact? On peut impacter en détruisant de la valeur autour de soi. Moi, j'ai des exemples où j'ai recruté récemment un DG pour une grosse ONG qui travaille sur le bilan carbone et qui veut planter des arbres un peu partout dans le monde, sauf qu'ils détruisent les humains dans la boîte. Donc moi, je me méfie de l'impact. Ça, c'est intéressant. Voilà. Je pense que c'est important d'impacter, prendre en compte les enjeux de notre époque, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux. J'entendais encore là, dans votre salle d'attente, parler des retraites. Donc, il y a quelques enjeux sociaux actuellement. Pour moi, un leader qui impacte et une entreprise qui impacte, c'est d'abord une entreprise et un leader qui incarne. Et qui est centré. Voilà. Le complément de l'impact, c'est l'incarnation. On a besoin, vous connaissez peut-être cette figure du yin-yang, figure taoïste de complément. On a besoin en fait de dirigeants éclairés qui sont impactants, qui portent des vrais projets ambitieux pour leur entreprise et la société, mais également qui incarnent, donc qui impactent parce qu'ils sont et pas simplement parce qu'ils disent. C'est la différence entre incarner et incanter. Incarner, ça veut dire croire réellement, pour le dire de manière un peu basique. Plus que croire. Être porté par l'idée qu'il faut transformer. Et ce n'est pas un plaquage de communication. Exactement. On est d'accord. C'est pas de la com, en fait. C'est que walk you talk, disent les Anglais. On respire ce qu'on dit, on le vit, on l'incarne, on montre le chemin. Et puisque là, on parle des dirigeants, il y a quelques années, j'étais à l'université d'été du MEDEF et vous aviez la personne qui gérait le parking, qui nous dit il y a beaucoup de gens qui disent de belles choses, mais moi je pense qu'il faut arrêter de dire ce qu'il faut faire, mais faites quoi. Ouais, faites, ouais. Et, agissez quoi. Ouais, c'est ça. Et j'avais trouvé plein de bon sens cet homme-là qui gérait le parking. Donc arrêtons la communication pour communiquer et communiquons sur ce qui est vraiment et ce qui transforme les choses. Avant de nous quitter, Solène Thomas, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire à Talents for the Planet? Vous allez donner des flyers, vous allez faire des conférences, vous allez faire des tables rondes. Comment vous allez diffuser ce que vous nous dites là en ce moment? Moi, il n'y a qu'une chose que je sais faire, c'est faire éclore. Je fais éclore des COMEX en plaçant des dirigeants au bon endroit, en accompagnant des transfos d'instances dirigeantes, et je fais éclore la société avec un mouvement culturel. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur ce superbe salon? Je vais faire éclore des tables rondes. Donc, j'anime 2 tables rondes et j'ai des intervenants de très grande qualité. Et moi, je serai la Blue Note, un peu comme dans le jazz, qui va écouter, qui est un label, mettre en valeur. C'est vrai? Qui est un label de jazz, Blue Note. Ah, je savais pas que c'était un label aussi. C'est un label. Et vous aimez le jazz? J'aime le jazz. Magnifique, on en parlera. Absolument, on en parlera dans la salle d'attente. Donc moi, je vais faire la Blue Note. Je vais valoriser les talents qui vont s'exprimer pour que chacune puisse pleinement exprimer ce qu'ils sont, ce qu'ils font pour la société et que ce soit pas juste du discours, mais qu'ils puissent vraiment parler en authenticité et peut-être faire éclore. Dans l'idée de faire éclore, il y a faire émerger un truc plus grand. La vie a plus d'imagination que tous nos rêves. Donc moi, j'aide à faire passer la vie. Et si on terminait sur cette jolie phrase, Solène Thomas, merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir transmis votre énergie. Fondatrice d'Éclore, qui était un mouvement, une association, et vous êtes par ailleurs chasseuse de tête pour dirigeantes et dirigeants. Vous serez à Talents for the Planet, vous serez la Blue Note, j'adore ce mot. Merci à vous, merci de votre fidélité. L'émission est terminée, je vous retrouve évidemment demain. Je remercie toute l'équipe, Kylian à la réalisation, Héloïse au son, et je remercie évidemment l'équipe de programmation, Nicolas Juchat bien sûr, et Laure Hélène. Merci à eux, merci à vous, merci pour tous vos messages. Bye bye, portez-vous bien.